Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Smart Talk, ravi de vous retrouver, c'est l'émission qui déshabille les décideurs, qui lève un coin de voile sur leur stratégie. Et aujourd'hui, avec Gus, de Circle. De Circle. C'est lui qui posera évidemment les questions pour la gratter. Vous connaissez notre émission. On accueille Philippe Chausse. Il est le président directeur général de Moet Hennessy. C'est une marque évidemment mondialement connue, marque patrimoniale aussi, et membre du comité exécutif de LVMH depuis 2012. Il est notre invité aujourd'hui. Avec nous, Philippe Chausse. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi, merci d'avoir fait un détour par les studios de Smart Talk, l'émission Smart Talk avec Gus de Circle. Vous êtes le président directeur général de Moet Hennessy, vous êtes membre du comité exécutif de LVMH depuis 2012. Juste pour situer ceux qui nous regardent, Moet Hennessy, évidemment, ça sonne à leurs oreilles. Ça va être une émission qui pétille, assurément. 25 marques, du champagne évidemment, des vins, des spiritueux, du cognac, on en parlera. Juste une première question qui est vraiment directement liée à l'actualité. On voit cette tension ukrainienne entre l'Europe, la Russie. On voit déjà des mesures de rétorsion côté européen, le gazoduc côté allemand. On touche aux avoirs bancaires. Est-ce que vous craignez, parce que les Russes sont des consommateurs de champagne, de vins et spiritueux, est-ce que vous dites, oui, peut-être qu'il faut se préparer à l'idée que nos produits soient interdits en Russie ? Ah, absolument, on est préparé à toutes les éventualités et si c'est le cas, il faudra qu'on réalloue les produits à d'autres marchés puisqu'on est typiquement dans des produits qui sont en forte demande et donc on fait des allocations et donc on réallouera à d'autres marchés. Maintenant, ça n'empêche que ce serait surtout un moment bien triste pour l'Europe si cela devait se produire. On saute dedans, on est en plein dedans là. Commencer avec par rapport, donc, on a parlé portefeuille de marques, de 25 marques différentes, tu étais un holding, mais là derrière, il y a des nouvelles RTM qui sont en train de se déployer. Tu avais tes routes to market qui étaient assez spécifiques, c'était assez simple, tes boîtes de nuit, tes restos, tes machins. Aujourd'hui, il y a tout un modèle de D2C dans ton secteur qui est en train de se développer. Aujourd'hui, vous en êtes où là-dessus ? Parce que il y a le besoin de connaître son consommateur, on en parlera avec toutes les notions d'influenceurs, mais ce sera pour le coup d'après. C'est cette notion de D2C, est-ce que vous avez mis un vrai pied à l'étrier ou vous le regardez encore un peu de loin ? Non, on a une série d'actions en cours à l'heure actuelle. Donc dans le D2C, il y a des points de vente physiques. On a ouvert un bar Annecy avec boutique à Shanghai il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui marche très bien et qui est un modèle qu'on va poursuivre. On a ouvert des boutiques encore en Chine sur l'île de Hainan, surtout pour Annecy, mais aussi pour Veuve Clicquot et pour Glenmorangie, notre whisky. Nous sommes en train d'ouvrir dans des grands magasins européens des espaces assez importants de type bar Moët & Chandon, où il y aura Moët & Chandon, mais aussi d'autres produits, type Veuve Clicquot, etc. Donc ça, c'est un volet de ce qu'on fait pour nous rapprocher de nos consommateurs. Un deuxième volet, c'est dans nos sites de production, en Champagne, à Cognac, mais aussi en Écosse, en Argentine, pour Chandon, ou aux États-Unis. Nous renforçons tous les dispositifs de réception de visiteurs, de boutiques, de parcours touristiques. Nous investissons actuellement chez Ruinart, par exemple, en Champagne, mais aussi chez Chandon, en Californie. Nous allons investir chez Dom Pérignon, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est l'e-commerce. Où nous avons différents modèles. Nous avons nos propres sites multimarques, Clos 19 et MySeller aux États-Unis. Nous avons des sites monomarques que nous sommes en train de développer, mais nous travaillons évidemment avec beaucoup d'autres opérateurs. Et sur la partie e-commerce, est-ce que vous êtes encore un peu juste en mode brand.com, un e-commerce un peu simpliste, entre guillemets, ou bien c'est en se disant, OK, c'est là-dessus qu'il faut y aller, c'est une vraie RTM, c'est pas un must-have et qu'il faut le faire, mais on ne sait pas encore très bien à quoi ça sert. On se dit, c'est vraiment une nouvelle route to market, on va aller chercher de la croissance là-dessus, et du coup, on va se faire des types de plateformes comme la compétition. Il y a Drinks & Co qui est rentré il n'y a pas longtemps chez tes amis de l'autre côté. Est-ce que ce genre de move-là, vous... Oui, tout à fait. On a fait une acquisition conjointement avec le groupe Campari. On a racheté Tannico en Italie, et Tannico a racheté Vente à la propriété .com en France. Donc on est actionnaire aujourd'hui de ce type de plateforme, mais nous avons aussi par exemple Clos 19 en France, qui est une plateforme qui vend tout notre portefeuille, mais aussi des expériences, aussi des objets
autour de ces expériences. Donc l'idée, effectivement, c'est... donc il n'y a pas une solution. Vous savez, c'est comme dans la vie réelle. Vous pouvez acheter un produit dans le supermarché, chez le caviste. Le même consommateur peut acheter en différents endroits, pour différentes occasions, à différents moments. La même chose se passe sur le net, sauf que c'est évidemment, il y a une distance d'un clic entre deux boutiques ou concepts différents, mais c'est ce qu'on est en train de développer. Juste, vous vendez des produits qui font rêver, parce que ce qui est intéressant dans les produits dont on parle aujourd'hui, c'est pas des produits industriels, c'est des produits de rêve, c'est des produits qui nous font rêver. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de cette relation avec le caviste, avec un homme, avec quelqu'un qui vous vend aussi le produit? Sur l'internet, c'est plus compliqué. Comment ça se passe? Quel est le rapport des consommateurs avec vos produits, justement? Écoutez, rien ne va jamais remplacer le caviste qui explique un produit, ou dans un restaurant, le sommelier qui va expliquer un choix. Alors, on essaie tant bien que mal, évidemment, sur les sites, d'apporter du contenu, d'avoir des sites, des marques qui racontent sur une maison comme Veuve Clicquot, comme Moët & Chandon, qui va raconter le produit, l'histoire. Storytelling le storytelling, la magie aussi, parce qu'il y a beaucoup de magie. Vous savez, quand vous démarrez de la terre, puisque nous, on démarre de la terre, on a nos propres vignobles, vous démarrez de la terre et vous arrivez avec une bouteille, avec un produit fini 10 ans après, parfois pour Dom Pérignon, je veux dire, c'est quand même magique. Tout à fait. Raconter cette magie, c'est quand même extraordinaire. Alors là-dessus, juste pour challenger un peu le sujet, parce que quand on regarde le portefeuille, c'est quand même un portefeuille de marque, et que quand tu regardes de manière très caricaturale les deux deux grosses caricatures au niveau des opérations industrielles, tu as le type Nike, j'ai un portefeuille de marque, Je fais du co-manufacturing pour faire mes trucs. Je fais un peu de R&D parce qu'il faut en faire. Mais au final, mon véritable asset, c'est mes marques. Okay, et puis, tu as un Tesla qui invente un nouveau truc, qui du coup doit drastiquement investir dans de la notion industrielle et dans son produit. Et donc, c'est réinventer des choses. Alors, évidemment, les choses ne sont pas aussi simples que ça, mais est-ce qu'on ne se retrouve pas à un moment où, quand les marques sont aussi imposées que cela, au final, moi, ce que j'ai envie, ton consommateur, quand il t'achète, ce qu'il veut, c'est une marque, il l'a, et qu'on a tendance à glisser sur la qualité du produit. Tu vas me dire que non, ça j'en suis sûr. Mais on achète la marque avant le goût, quoi. Voilà, comment est-ce que tu arrives à garder ce niveau d'exigence? C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Je crois deux, trois choses à dire. D'abord, chez nous, les marques ne s'appellent pas marques, mais s'appellent maisons. C'est ça. Dans chacune de nos maisons, il y a un chef de cave, il y a un chef de la viticulture, et il y a une équipe dédiée, il y a en partie des vignobles propres, donc il y a vraiment une partie dédiée, et chaque maison fonctionne comme si elle était indépendante, et ce n'est que au moment où arrive la distribution que on va jouer le portefeuille. Mais avant, chaque marque est... Donc ça, c'est la première chose à dire. Deuxièmement, on a des maisons qui ont 250 ans, 100 ans, ou quelques-unes sont plus récentes. Je veux dire, ce n'est pas possible d'exister aussi longtemps si vous n'êtes pas obsédé par la qualité de vos produits. Tout à fait. Et donc la qualité, c'est vraiment, au jour le jour, c'est une obsession, parce que c'est la clé de notre succès. Donc il n'y a pas de raccourci possible. Si on essayait de prendre ce raccourci, on le payerait très cher. C'est ça. Donc aujourd'hui, je peux vous assurer que dans toutes nos maisons, et que ce soit même des maisons comme Château d'Esclans pour le rosé de Provence, ou Glenmorangie ou Ardbeg pour les whiskies, l'obsession de la qualité, on ne va jamais sacrifier la qualité pour autre chose. Et alors, la notion de qualité, elle est tout à fait... beaucoup plus facile à garder quand on a une petite maison indépendante et qu'en fait on a reçu la maison de son grand-père et qu'on va filer au fiston, etc. Quand on se retrouve dans une boîte aussi grosse que LVMH, est-ce que cette qualité, c'est parce qu'elle est en fait portée par un dirigeant, Bernard Arnault, qui est excédé par ce truc-là, ou bien est-ce que comment est-ce qu'on arrive à infuser ça dans la culture? Parce qu'il n'y a rien à faire, il y a un moment où... Mais la première chose, c'est que je crois qu'il est plus facile pour nos maisons de garantir la qualité que pour des toutes petites maisons. Parce qu'aujourd'hui, la qualité, c'est aussi une question d'investissement. Évidemment. Par exemple, je donne un exemple, en rosé de Provence, qui est quand même formidable aujourd'hui. Dans le rosé de Provence, la qualité vient de la sélection des raisins, parfois automatique, de la vinification à température contrôlée. Ce sont des équipements coûteux. On contrôle la température du moment où on cueille le raisin jusqu'au moment où le vin est étiqueté. Et ça, un petit vigneron n'a pas les épaules pour investir là-dessus. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, mais je pense qu'on a en tout cas des moyens pour assurer la qualité et surtout
la constance de la qualité. Philippe Chose, juste un mot, Ouais. parce que pour rester dans le sujet, la question est juste sur on achète une marque, et c'est vrai que les Chinois, je pense aux Chinois en particulier, qui achètent le luxe français parce que c'est Vuitton, parce que c'est le champagne et qui Ouais. est connu. Vous dites on a la qualité dans le portefeuille de maison, puisque vous ne dites pas marque. Et on le découvre à travers vous, il y a l'idée aussi de produire sur place. Il y a l'Argentine, le vin argentin qui est très connu. Oui. Et puis j'ai vu qu'il y avait ce vin chinois, Changrali, sur les contreforts de l'Himalaya, Oui. à 2600 mètres. Est-ce qu'on n'est pas dans le même risque? On l'a entendu à l'époque d'Airbus, vous savez, on fabriquait nos avions, puis un jour les Chinois, on a emmené les usines d'Airbus, puis on s'est dit, on ne les fera plus en France, nos Airbus, parce qu'ils vont se faire en Chine. Est-ce que voilà, comment se passe cette bataille entre notre vin français? Laissez-moi donner 2 exemples. Il y aura le vin chinois, mais avant, j'aimerais parler de Garden Spritz de Chandon. Robert-Jean de Vogüé était un patron emblématique de Moët-et-Chandon dans les années 40 et 50. Il était résistant, Très il était célèbre. un patron très célèbre, Bien sûr. social, etc. Et il a décidé à un moment que comme la Champagne était limitée en termes de nombre de bouteilles et de terroirs, d'aller dans le Nouveau Monde chercher les meilleurs terroirs possibles pour exporter le savoir-faire français de Ah oui, vin mousseux c'est- et créer sur place des vins sous la marque Chandon. Donc, Ouais. il est allé en Argentine, il est allé au Brésil, en Californie, en Australie, et puis après en Inde et en Chine. Et il a créé un vin Ce qu'il a vendu savoir-faire. localement C'est ça. et qui a aussi permis d'ailleurs de contourner les droits d'importation C'est ça. Et qui oui. étaient et sont en partie encore aujourd'hui Parce que absolument fabriqué par la draconiens. marque française qui Voilà. avait- d'accord. Donc, on fabrique du Chandon en Argentine, qu'on vend en Argentine. Et là, il y a 2 ans, Chandon Argentine a développé un produit exceptionnel qui est un vin mousseux brut, mais avec une liqueur d'expédition à base d'écorce d'orange qui est fabriquée sur place avec les orangers de Mendoza, du lieu où on a le vignoble. Et donc, ça a créé un produit qu'on a nommé, alors eux ils l'avaient appelé Chandon apéritif, nous on l'a nommé Chandon Garden Spritz et qu'on a lancé l'année passée en France. C'est ça. C'est un produit qu'on n'aurait pas pu faire en Champagne, C'est ça. puisqu'il ne correspond pas aux règles de l'appellation. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça n'aurait pas été, même si ça correspondait aux règles, ce n'était pas une bonne idée de faire ça en Champagne, puisque la Champagne sert à faire du champagne, et Dieu sait qu'on aimerait avoir plus de vignobles en contrôlée. Champagne. Et donc, on a lancé ça en France. Et donc, moi, je trouve que c'est une très belle histoire. Et la Chine. Parce que Alors, la Chine, ce c'est fameux une- vin de l'Himalaya. Alors, la Chine, Cabernet Sauvignon, hein, le voilà, cépage. voilà. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un vin de style de Bordeaux, d'un bon Bordeaux, en hauteur dans l'Himalaya, dans un endroit où il y a des terroirs exceptionnels. Ce ne sont pas des très grands terroirs, donc ça ne va jamais être des grosses grands frontières. volumes. Et d'ailleurs, nous ne faisons pas des grands volumes, on est dans des petits volumes, mais c'est un vin d'exception qui se vend entre 200 et 300 euros chez un caviste, qui est de plus en plus répertorié dans les grands restaurants, quand et tu qui est vraiment construis un vin comme exceptionnel. ça, quand Oui. tu construis un vin Oui. comme ça, qu'est-ce qui va te faire mettre tes vignes au fin fond de l'Himalaya? C'est le storytelling en disant, putain, en fait, il faut qu'on fasse un vin avec un truc Ouais. qui raconte une histoire de dingue. La terre est bonne. Parce que, C'est déjà parce que- c'est non, mais la d'abord- terre est bonne, ça je suis d'accord. Ouais. Mais est-ce que au moment où on fait ces investissements-là et qu'on Oui. se dit, en fait, les mecs, on va aller au top de l'Himalaya et on va aller taper des vignes, est-ce que c'est... En fait, on a une histoire de dingue, parce que je l'ai vu hein, à la compétition ailleurs, on se dit, ouais, il faut en fait aller chercher du jus de bouleau au fin fond des steppes, machin, parce que on a besoin d'une histoire. Les bouleaux, il y en a ici, ouais, mais il faut ceux là-bas. Et je le comprends, il y a une histoire. Est-ce que cette réflexion de storytelling, elle est là, ou en fait, c'est juste de la qualité? Non, au premier plan, c'est de dire où est-ce qu'en Chine peut-on produire Ok, ce d'accord. type de qualité. Donc il y a une envie de faire quelque chose en donc, il y Chine. a- et donc, Ok, il n'y a d'accord. pas Vous allez chercher. donc, il y a pas 50 endroits. Ok, d'accord. Et donc, il y a 2-3 endroits en Chine où aujourd'hui on sait faire des vins de cette qualité. Et donc, on est allé dans l'Himalaya. On aurait pu choisir un des autres endroits. Mais pour le type de vin, pour le type de cépage, donc le Cabernet Sauvignon qu'on utilise, c'était le meilleur choix. Donc, des experts, là, c'est Et des donc, experts. on a amené les gens de Bordeaux là-bas C'est ça. qui font ça. Et ce vin, je trouve que c'est d'ailleurs c'est formidable. D'ailleurs, certains de nos des maisons de négoce à Bordeaux nous ont demandé à pouvoir le distribuer. Ouais. Parce que c'est formidable. D'ailleurs, je veux dire, Ouais, mais écoute, et ça ne fait que amplifier
le prestige finalement de Bordeaux, des maisons françaises, puisque nous avons exporté un savoir-faire unique. Complètement. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la notion de diversification, on dit en fait on commence à glisser. À la base, LVMH est rentré avec très très haut dans la chaîne de valeur, vraiment la production, machin. Vous descendez de plus en plus sur la notion de événementiel et de service. Tu parlais un petit peu d'avoir ouvrir des boutiques et donc aller chercher non seulement de venir mettre la main sur les lieux de distribution. Est-ce que vous rentrez aussi dans tout ce qui est le lifestyle, c'est-à-dire en fait, je vais plus vendre un produit, mais je vais essayer de me mettre tout ce qu'il y a autour, quoi. Il y a un peu une boîte qu'on connaît bien, qui est Paris Society, qui fait un peu des partenariats avec différents trucs. Est-ce qu'il y a une envie d'aller se mettre dans cet espace-là ou pas trop Alors, des sociétés comme Paris Society sont des partenaires à nous et nous les aidons par des produits, par des artifices autour des produits, à renforcer ou à créer l'ambiance qu'ils ont envie de créer. Donc là, on est vraiment fournisseur de non seulement de bouteilles, mais aussi au-delà de la bouteille, d'idées, de mise en valeur, de célébration, etc. Donc ça, on le fait de manière systématique, déjà depuis longtemps d'ailleurs, un peu partout. Oui. C'est ça, ok, d'accord. Et il y a une envie d'y aller au-delà du partenariat, parce que le partenariat, en soi, c'est votre job, c'est de faire du... Oui. Vous êtes fournisseur, vous essayez de faire le truc, ou bien c'est de se dire, en fait, non, j'ai un relais de croissance là-dessus, je vais essayer de descendre dans ma chaîne de valeur. Est-ce que c'est... Donc nous n'allons pas opérer nous-mêmes des boîtes de nuit, c'est pas notre métier, mais nous allons partout dans le monde, nous sommes des partenaires je dis toujours, il y a 5 moments de consommation dans nos produits. Il y a l'apéritif, où nous avons une offre fantastique entre le rosé, le champagne, etc. Il y a le fine dining, là où il y aura bientôt des bouteilles d'Aoyun, j'espère, sur des très belles tables. Et ensuite, il y a la nuit, ce qu'on appelle aujourd'hui le high energy, les clubs de plage, les clubs de nuit. Et ta fameuse Jay-Z, quoi. Alors, on va la voir, parce que on va en parler. Il faut qu'on en parle de cette bouteille. Et puis, juste pour terminer, il y a ensuite le cadeau. Et puis il y a tout ce qui est cocktailing. Okay. Voilà. La Jay-Z, tiens, on va la voir en image parce qu'on l'a évidemment. Précisons que évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut la consommer avec modération. Nous, il faut quand même le dire. Jay-Z, voilà, c'est une vedette mondialement connue et vous avez fabriqué. Alors, c'est même pas une bouteille. C'est quoi? Vous la définissez vous comme un trophée? Ça ressemble à un trophée cette bouteille. On la voit, elle est dorée. C'est une coupe en or du champion, du gagnant. Absolument. Elle se mérite, la bouteille. Et elle se mérite. Et alors, revenir sur ma question de tout à l'heure, à partir de quel moment, justement, le goût et la qualité du produit, à quel moment, là maintenant, ta marque et tout ce qu'elle représente et le marketing vient surpasser en fait la qualité de ton produit. Alors évidemment, tu vas me dire, mais on peut pas mettre n'importe quoi dans la bouteille, ça je te l'accorde, mais il y a quand même, le truc vient prendre une telle place, même au-delà de ça en fait, non seulement au niveau du contenu, mais une relation avec Jay-Z, à quel moment Jay-Z commence à être un produit de serve qui a plus d'importance que ton produit à toi. Tu vois, d'abord, les deux vont ensemble. Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quand Jay-Z a lancé son champagne Armand Brignac, qui a un peu le nom Ace of Spades aux États-Unis, il était obsédé par la qualité du champagne. D'ailleurs, il venait du champagne, il adorait le champagne et il adore toujours. Donc, c'est un connaisseur. Et donc, c'est vraiment un connaisseur. D'ailleurs, quand vous rencontrez Jay-Z, il a les plus beaux vins que vous puissiez imaginer. C'est vraiment un connaisseur des vins. Enfin, je n'en connais pas beaucoup comme lui. Vraiment. Ah non, il est vraiment... Pas du plaquage. Il est passionné. Ah non, il est passionné par ça. Et après, mettre un produit à ce prix-là, puisqu'on est quand même à un prix très élevé, on est autour de près de 300 € la bouteille chez un caviste, entre 200 et 300 €. Je veux dire, le produit doit simplement être parfait. On ne peut pas mettre un produit à ce prix-là. Et ce prix permet aussi d'ailleurs de faire un produit parfait. Champagne, il n'y a aucun souci. Cépage particulier, zone territoriale particulière pour le faire, ce champagne, comment il est constitué? C'est des assemblages. C'est des assemblages typiquement de Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay. Et c'est très bien fait. Et donc Jay-Z s'est beaucoup impliqué dans ce produit parce qu'il y croit. Oui. Parce qu'il y croit. Pour parler de Jay-Z, la notion d'influenceur, la notion d'influenceur aujourd'hui dans le métier devient une véritable nouvelle route to market. Avant, tu avais tes distributeurs classiques. Tes influenceurs deviennent
eux-mêmes des magasins en soi pour vendre, pour vendre ton produit. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous avez fait un truc avec Jay-Z, mais c'est de se dire en fait il y a des choses de plus en plus à faire là-dessus et qu'on va essayer de construire des nouvelles manières de distribuer notre produit avec cette nouvelle manière d'adresser le client ou pas? Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Oui, alors il y a pas mal d'exemples aujourd'hui dans le monde des vins spiritueux, effectivement, de célébrités qui ont lancé un produit, qui sont derrière ce produit et qui associent leur nom à ce produit. Tout à fait. Et donc nous aussi on regarde, au-delà du partenariat avec Jay-Z, on regarde d'autres partenariats possibles de ce type. Je crois que ce qui est important, c'est quand même la légitimité. Ouais. Il faut quand même avoir une histoire qui soit réelle. Je veux dire, n'importe qui ne peut pas du jour au lendemain dire tiens, j'ai toujours aimé la tequila, voilà ma tequila. Alors, il faut à un moment quand même aller chercher dans l'historique, dans la personnalité, une histoire. C'est ce qui est votre ADN aussi, vous êtes obligé. Voilà, et puis il faut que la bouteille soit cohérente par rapport à ça, il faut que le jus dans la bouteille soit cohérent par rapport à ça. Et puis nous, on n'est quand même dans un métier où on construit des marques, je dirais, pour l'éternité. On ne construit pas des trucs qui vont disparaître dans 3 ans ou qu'on va vendre à un fonds d'investissement. Nous, chez Moët & Cie, tout ce qu'on fait, on le fait pour long terme. D'ailleurs, c'est le cas d'Armand Brignac. C'est un partenariat sur très très long terme. Moi, j'espère que dans 100 ans, tout comme les gens consommeront encore du Dom Pérignon ou du Moët & Chandon, ils consommeront de l'Armand Brignac et ils diront ah bah oui, ça a été créé il y a 100 ans par un rappeur célèbre. C'est ça qui est formidable. Là, pour faire un petit pas de côté, est-ce que cette capacité à pouvoir garder la qualité over the top et de faire de surinvestissement dessus et de moins regarder la marge. Bon, après, évidemment, dans le produit de luxe, la marge, il y en a suffisamment pour qu'on... Mais ça n'empêche. Est-ce que c'est dû à un actionnaire comme Bernard Arnault qui est là derrière et qui, du coup, arrive à maintenir le truc parce que tu mets un fonds spéculatif chez vous? Il affaiblit la qualité. Et justement, est-ce que cet actionnariat-là est une des raisons pour toi qui fait que vous arrivez à garder ce niveau de qualité? Moi, je crois que l'actionnariat d'LVMH et dans la personne de Bernard Arnault et de sa famille est vraiment un des leviers principaux du grand succès d'LVMH. C'est-à-dire qu'il y a cette vision sur le très long terme, il y a ce focus sur la désirabilité des marques avant même leur rentabilité. Et donc, quand on a cette vision à long terme et quand on se focalise finalement sur ce qui va apporter la rentabilité plutôt que sur le résultat final, c'est sûr qu'on prend des meilleures décisions sur le long terme. Sur la durée. Et c'est ça qui explique aussi le succès qu'on a aujourd'hui, un peu partout. Il nous reste 5 minutes, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé d'un sujet qui challenge toutes les entreprises qui viennent dans Smart Talk, c'est les questions d'écologie, de climat, de réchauffement climatique. Commençons par le réchauffement climatique. Tous les vignerons, grands, petits, moyens, sont obligés de se transformer. Est-ce que vous êtes en train, aujourd'hui, de repenser vos cépages, la manière dont vous organisez vos vignobles? Parce qu'on sait qu'à Bordeaux, il y aura plus de degrés et que le vin ne se fera pas de la même manière et que donc ça modifiera la qualité. Vous en êtes où sur ce sujet-là qui est essentiel pour ceux qui consomment vos alcools? Alors, la problématique en soi de réchauffement climatique, elle est indubitable. On sait que ça va se passer, c'est écrit et c'est ce qui va se passer. Après, moi, ce que je dirais, c'est qu'on en est très, très conscient. On en est tellement conscient qu'on réalise qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui de questionnement, de flou, parce qu'on doit développer des nouvelles méthodes. Alors, c'est pour ça en particulier que j'ai inauguré l'année passée un nouveau centre de recherche en Champagne. Nous avons investi 30 millions d'euros pour le centre Robert-Jean de Vogüé, justement, en Champagne, et dont une des principales missions, c'est d'étudier sous un certain nombre d'angles l'impact que le réchauffement climatique aura sur la viticulture, pas seulement en Champagne, mais dans toutes les régions dans lesquelles nous opérons, et aussi avoir aussi un centre qui partage les recettes qu'on peut trouver dans différentes parties du monde. C'est ça, parce que le réchauffement climatique, il vient impacter ton business, mais quelle est, toi, la part de responsabilité que tu prends par rapport à la notion de RSE dans l'entreprise? Parce qu'en gros, des boîtes comme les tiennes, il y a 3 gros sujets. Il y a le contenant, le contenu et la logistique. Le contenu, tu en as un peu parlé en disant, voilà, il faut qu'on arrive à faire ça de manière différente, etc. Est-ce que la notion de contenant et la notion de logistique, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous bossez pour adresser cette notion de RSE? Alors, je vais quand même aller sur le contenu, parce qu'il y a aussi des sujets sur le contenu. Mais pour démarrer avec la logistique concrète, on est aujourd'hui chez nous sur une logistique qui est essentiellement par voie terrestre ou maritime. On ne fait pratiquement pas d'air shipments. Donc
donc on est à ce niveau-là, on a maximisé déjà le potentiel qu'on peut avoir. C'est ça. Le packaging. La production locale quand même, parce que vous avez... Oui, et on a la production locale aussi. La localisation de production, voilà. Et ça aide aussi. Et ça réduit les... Après, deuxième sujet, les emballages. On est en train de faire des tests importants. Donc dans l'emballage de vin et spiritueux, comme vous le savez, vous avez la bouteille et puis vous avez le carton autour de la bouteille. C'est ça. Alors les cartons, on veut en vendre de moins en moins. Ouais. Donc on a de plus en plus, on retire les cartons, ou alors on fait des emballages comme avec Ruinart, éco-responsable, où c'est une espèce de pot. Second Skin, qu'on a mis sur Ruinart, qui est complètement biodégradable et donc qui n'impacte pas l'environnement. La bouteille elle-même, nous essayons, nous réduisons le poids des bouteilles. Okay. Évidemment, tout ça est fonction. Il y a aussi une question de fonctionnalité. Complètement. Une bouteille de champagne, vous avez une pression d'environ 5 bars dans la bouteille. C'est l'équivalent que quand vous remplissez votre pneu de vélo et que vous arrivez à ne plus pouvoir enfoncer votre pouce. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que la bouteille tienne ça. Donc, on fait des études pour voir comment on peut encore alléger la bouteille, mais sans qu'elle explose après du fait de la pression. Donc, tout ça sont des choses qu'on fait. Et avec du verre recyclé, est-ce que vous mettez dans ce circuit court un peu là ? On a aujourd'hui un projet très amusant. C'est un très beau produit, le verre, il faut le dire quand même. Oui. On a un très beau projet qui est dans le sud de la France, en Provence. Ça s'appelle le Château du Galoupet, où nous lançons cette année un tout nouveau produit, qui est un vin bio, mais qui vient aussi dans une bouteille qui est en verre recyclé, ou alors dans une bouteille beaucoup plus légère qui est en plastique, mais en plastique qui est fait à partir du plastique récupéré en mer et recyclé. Okay. Donc on commence à jouer, donc ça c'est expérimental. Donc on commence à jouer avec ça. Circulaire. On est dans l'économie circulaire qui est un gros sujet de la plateforme Live 360 d'LVMH. Donc c'est un gros sujet et donc on est dans toutes ces recherches. Maintenant, le liquide aussi évidemment. Il faut qu'on minimise les traitements, les intrants. Et là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on vient d'une culture qui est une culture de transmission. Je veux dire, les maisons existent parce qu'elles ont été fondées il y a 250 ans et puis transmises de père en fils. Et ont évolué, jusqu'à un moment. Et donc, la transmission, c'était la transmission de la marque, du savoir-faire, du carnet client, mais aussi de la terre. Et du patrimoine. Et donc la terre est pour nous un élément très très important. Et donc on a notre plateforme de développement durable chez Moët Hennessy s'appelle Living Soils, donc sol vivant. Et c'est sur cette plateforme que nous axons tout un tas d'activités, inclusivement un sommet mondial du Living Soils Global Summit à Arles en juin, où nous faisons venir des experts de la terre entière. Génial. Pour discuter, pour échanger, pour voir quels sont les sujets qu'il faut adresser, quelle est la recherche qu'il faut apporter pour améliorer notre connaissance et nos méthodes. Ok, top. Tu me lances une dernière ? 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Il est long, il fait les questions. Ah, vous avez vu. La notion, le fait que toi tu sois au COMEX d'LVMH, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Moët Hennessy soit chez LVMH, tu as des synergies ? Il y a un véritable intérêt de faire partie du groupe ? Oui, complètement. Il y a des synergies de compétences, de ressources humaines, financières, de partage de bonnes pratiques. Il y a beaucoup de synergies. Merci Philippe Chausse, merci d'être venu nous rendre visite pour cette émission pétillante. Évidemment, vous aurez compris le jeu de mots. Pétillant, évidemment. Oui, on a compris. Merci, vous avez compris. Président directeur général de Moët Hennessy, c'est 25 marques, dont cette fameuse fiole dorée créée en co-branding avec votre maison Moët Hennessy. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Magnifique. Merci beaucoup. Philippe, merci Melfro. Bientôt, je t'appelle Philippe, évidemment. C'est un vrai plaisir. Merci à vous pour vos réactions. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Smart Talks. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.